L'idée, en fait, c'est d'introduire les trois travaux avec d'une manière un petit peu interlope, là, pour le coup. Et en fait, je voulais vous parler, je vais délirer un petit peu, je vais vous parler pour introduire le travail de Yuzhe, de la querelle des universaux. Alors, la querelle des universaux, c'est la scolastique, et c'est le XIIe siècle, donc ça concerne le Moyen-Âge, et ça concerne effectivement une querelle. Alors une querelle à la fois théologique et philosophique, et une querelle très très dure en fait, puisqu'il y a eu à cette époque, effectivement, on pouvait mettre assez facilement les gens sur des bûchers. Et la querelle des universaux consiste en quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord de définir des formes universelles. Et la définition des formes universelles, c'est tout simple, carré, rond, triangle, ou bien, d'un point de vue platonicien, le beau, le vrai, et le bien. Et donc, ces formes universelles qui ont invité un certain nombre d'individus à faire des querelles, se battre, à combattre en fait, et à prendre des positions. Et à prendre trois types de positions. Le premier type de position, c'est une position platonicienne, c'est de dire que les universaux, carré, rond, triangle, étaient avant la matière, avant le multiple. Ok, ça c'est la première version, et la version platonicienne, effectivement, convenait très bien à la chrétienté, puisque si ces formes universelles sont avant la matière, c'est qu'il y avait sans doute une entité divine qui les avait définies, comme le bien, comme le vrai, comme le beau, etc. Deuxième querelle, le deuxième moment de la querelle, c'est Aristote, et Aristote dit, non, les formes sont issues de la matière. Alors là, je vais prendre une image, vous imaginez une plage de sable fin avec un coucher de soleil, et puis vous tracez un triangle dans le sable. Et effectivement, le triangle est contenu dans la matière. Ok, donc ce n'est pas ces formes universelles avant, qui a été produite comme une idée avant. Et puis le troisième terme, le troisième temps, c'est la version des stoïciens, qui est une version nominaliste, et c'est de dire, en fait, les formes sont déduites de la matière. Donc ça tient de la géométrie, du langage, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de plus, on va dire, mental, etc., etc. Quand je dis ça, en fait, c'est pour introduire le travail de Yuzhe. Alors c'est une formule, ce que je vous raconte, effectivement, c'est de l'histoire, c'est médiéval, c'est très très vite, avec les nominalistes, les conceptualistes, les réalistes, on appelait les réalistes, donc Platon, Aristote, les stoïciens, Zénon d'ailleurs, donc c'est assez massif, mais dans le travail de Yuzhe, il y a justement quelque chose qui se réfère aux universaux, c'est-à-dire aux formes universelles qui vont représenter finalement des espaces. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que Yuzhe, au même titre que les arêtes d'un triangle, va s'appuyer uniquement sur des arêtes, s'appuyer uniquement sur des bandes. Et ces bandes, qu'est-ce qu'elles vont révéler? Elles vont révéler simplement des espaces possibles. Alors avec Yuzhe, effectivement, ce ne sont pas des espaces, c'est pas un cube, ça va être plutôt, effectivement, comme on peut voir ici, des espaces un peu déstructurés, mais ceci dit, c'est bien la forme, et finalement une forme abstraite, qui va révéler l'espace. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail de Yuzhe. Alors, dans le travail de Yuzhe, il y a cette révélation d'espace avec ses arêtes, effectivement, mais il y a aussi cet élément-là qui, moi, m'intéresse, et en fait, cet élément-là est aussi une image. Et là aussi, je pense qu'il y a une inversion, en fait, au sens où, alors, je vais prendre une comparaison comme ça avec Richard Serra, sculpteur américain, qui fait des grosses plaques, pas en béton d'ailleurs, en acier. Et Richard Serra, son premier constat, quand il a construit un peu ses premières plaques, disait ça m'intéresse parce que ça bouche le regard. Et là, ce qui est intéressant ici, avec cette pièce, avec cette image, quand on voit finalement, ou quand je vois, puisque c'est mon interprétation, quand je vois des espaces se révéler, cette image en fait va boucher le regard. Et là, alors là je vais un petit peu plus loin dans l'interprétation, je pense que c'est plus, parce que l'image en fait c'est une ouverture sur le monde, logiquement. Quand on parle d'image, quand on parle de peinture au sens traditionnel du terme,
avec la perspective, etc., c'est une ouverture sur le monde. Et là, je pense que justement, ça pourrait faire référence aussi, eh bien, justement, à des images qui pourraient plutôt nous boucher la vue. Et là, je pense évidemment, bien entendu, à nos écrans portables, aux écrans de télévision, etc., qui, en fait, à mon avis, nous ouvrent sur le monde autant qu'elles nous bouchent la vue. Hein. Et donc là-dessus, il y a tout un tas de critiques, etc., etc. Donc je pense qu'il y a cet élément-là qui, pour moi, est intéressant. Effectivement, toujours dans une histoire de dialectique entre révélation de l'espace et puis, tout à coup, à un moment donné, il y a une image qui va boucher quelque chose du regard. Ok, on va passer à l'autre étape, et toujours sur cette idée, parce qu'en fait, quand je vous parle de scolastique, il y avait des règlements de compte théologiques. Il faut savoir que c'est Platon qui a gagné cette époque. C'est donc les chrétiens avec l'idée d'une entité supérieure comme ça, où il y avait un dieu comme ça qui avait créé des formes originelles, rond, carré, le bien, le beau, le vrai, etc. Et donc, quand je vous dis qu'il y a quelque chose de religieux, et théologique plutôt, on va passer à l'autre pièce, qui a sans doute un rapport aussi avec ça. Et c'est de la cire de cierge, donc quand même le symbole est assez fort. Les cierges, on les trouve où? Bien, on les trouve dans des églises. Et là, en fait, le truc, c'est que c'est bien une forme encore essentielle. Donc c'est un carré, c'est un cube, et ça, avec ce matériau qui est du cierge d'église pour le coup, on pourrait quand même penser que c'est la représentation d'un monument qui serait consacré un peu comme ça, enfin je veux dire, il y aurait une tendance quand même quelque peu religieuse. Mais le truc, c'est que ce petit monument, sa base est carrée, en fait. Et là, ça convoque l'histoire, enfin pour moi, ça convoque une histoire, et ça convoque en fait une histoire qui est liée au protestantisme. Alors vous allez me dire, hop, pourquoi le protestantisme? Parce que les protestants, en fait, lorsqu'ils ont fait la réforme protestante avec Martin Luther, etc., on connaît l'histoire, ils ont voulu vraiment se débarrasser de toutes les icônes chrétiennes, romaines, catholiques. On a encore des traces avec des tableaux de représentation de saints qui ont les yeux crevés, avec des têtes coupées, etc. Enfin bon, les protestants, c'était le retour au livre, retour à la lecture et retour, effectivement, au temple originel. Et le temple originel, c'était quoi? C'était le temple de Jérusalem. Et le temple de Jérusalem, c'était quoi? C'était une base carrée. À partir de là, si je vous parle de ça, c'est que j'ai fait aussi des petites études sur la naissance du White Cube. White Cube, on est dans un White Cube, logiquement, ici. Et le White Cube, pour moi, alors j'ai fait une étude avec 2 historiens d'art, etc., pour tirer comme ça le fil historique. Et en fait, les protestants, je pense que le White Cube est issu des protestants, non seulement par l'idée de reprendre cette surface du temple carré de Jérusalem, mais aussi, à l'époque, comme on retirait toutes les images, en fait, des églises chrétiennes, il y a eu un certain nombre de peintres au XVIIe siècle, protestants, qui en fait ont peint comme... alors un peintre qui s'appelle Saint Redan, vous irez voir, c'est un peintre absolument magnifique, qui peignait des lieux déconsacrés totalement blancs. Vous voyez, c'était des églises en fait qui étaient peintes, enfin qui reproduisaient comme ça et qui étaient totalement blanches. Donc on a les deux morceaux du protestantisme qu'on pourrait étirer jusqu'au White Cube, avec la base carrée et les murs blancs, évidemment. Bon, alors après, il y a toute une histoire que je ne vais pas vous raconter sur le musée clinique, etc., etc. Bon, bref. Mais là, en fait, ici, pour moi, ça a quand même, une relation, finalement, avec une expression du sacré, mais du sacré, finalement, qui reprendrait, finalement, la base, comme ça, du temple de Jérusalem, qui serait carré. Et le monsieur est en train de regarder les néons là-haut. Et en fait, quand j'ai vu ces néons, alors après, c'est toujours les artistes qui peuvent aussi déclencher des choses. Je me suis dit, tiens, je vais en faire une pièce un jour, parce que moi, effectivement, le White Cube m'intéresse, tout ça, machin. Mais ce néon, en fait, effectivement, il est dessiné comme ça, comme une architecture aussi. Il pourrait être une architecture sur une base complètement carrée, en fait. Et donc, il y a une relation aussi entre l'espace, cet espace, et puis le plafond. Alors, effectivement, j'ai posé la question,
dire mais pourquoi elle l'a pas placé bien au centre pour faire une relation, hein, effectivement, entre deux formes, hein, un carré, etc. Donc voilà, alors ça c'est encore une interprétation. Je reprends mon souffle. Il y a l'arche dehors, et donc là aussi l'arche, c'est pareil, il y a une dimension, là pour le coup très religieuse, et là bon, on pense à quelle arche? La première arche à laquelle on pense, évidemment, c'est l'arche d'alliance. Hein, l'arche d'alliance où se trouve, alors qui n'est qu'un coffre en fait, et ce coffre dans lequel on trouve quoi? Eh bien on trouve les tables de la loi, hein, qui ont été écrites par Dieu lui-même, blablabla. Donc j'ai cherché un petit peu pourquoi l'arche, parce que normalement c'est juste un coffre, et en fait effectivement, eh bien au-dessus de l'arche d'alliance, hein, juive, en fait est toujours représentée avec deux anges qui ont les ailes déployées et qui se touchent et qui font une arche pour protéger, évidemment, en arc de cercle comme ça, le texte sacré. Pour Sou, alors c'est une autre artiste, hein, c'est Sou, qui aussi a un discours sur cette arche qui serait eh bien, un signe de prestige. Hein, un signe de prestige. Alors pour nous, c'est aussi l'arc de triomphe. D'ailleurs, on peut dire aussi arche de triomphe, hein, c'est aussi possible. Et donc c'est aussi l'idée, eh bien, effectivement, encore d'une forme élémentaire, hein, avec un arc de cercle, et qui est aussi lié, eh bien, pour le coup, au religieux, au sacré, et effectivement, eh bien, à des prestiges, on pourrait dire, à du prestige républicain, hein, si on prend l'Arc de Triomphe à Paris. Et je crois que au milieu de l'Arc de Triomphe, il y a quelque chose que se trouve au milieu de l'Arc. Qu'est-ce qui se trouve au milieu de l'Arc de Triomphe? Est-ce que vous pouvez me le dire? Il y a une flamme. Il y a une flamme. Donc vous voyez cette idée de sacralisation, alors là qui serait peut-être plus laïque, hein, parce que c'est le soldat inconnu, hein, mais c'est quand même l'idée de sacralisation entourée d'arches. Donc là, Sou reprend cette même forme élémentaire qui est en fait, bon ben voilà, qui participe, et bien finalement là pour le coup qui participe de plusieurs religions, puisque là on a, alors c'est moi qui tire le fil hein, évidemment, hein, c'est cousu de fil blanc, mais entre la religion juive, protestant, chrétienne, vous voyez, bon, tout est, tout est cousu de fil blanc, c'est formidable. Alors après il y a d'autres types de travaux que vous pouvez trouver dans le couloir. Et donc là, vraiment, c'est quelque chose de plastique, un jeu sur les mots et l'image, et sur des assemblages. Alors, c'est un travail qui, pour moi, est tellement évident que, bon, je ne vais pas l'expliquer. C'est un travail auquel j'adhère beaucoup. D'ailleurs, Sou, apparemment, voudrait s'en débarrasser. J'ai dit, Nadège, non, vous me le réservez, si elle s'en débarrasse. Enfin, bon, bref. Et en fait, je l'ai vu fabriquer, ce travail, hein, quand elle était en école d'art. Et puis enfin la dernière pièce en bas, et d'ailleurs on pourrait faire aussi alors c'est quand j'ai vu cette pièce, bah, bizarrement, là aussi ça m'a évoqué un monument, et c'est un monument qu'on appelle la stupa, c'est un monument bouddhique. Et en fait la stupa c'est un monument qui est une espèce de dôme comme ça, et puis il y a les 9 degrés ou les 8 degrés de réincarnation, en fait, pour accéder au nirvana. Et je trouve que la pièce d'en bas, bah, il y a comme ça ces 9 degrés, pour accéder au nirvana. Après, il y a l'image, comme ça, presque d'un disque parfait. Hein, alors bon, là, c'est vraiment un jeu plastique, très plastique. Hein. Concernant l'élévation d'un côté, on est dans la sculpture de base, et puis la projection en 2 dimensions qui va former un disque. Hein, bon. Voilà, donc là, ce que je vous ai dit, c'est à la fois du symbolique, c'est à la fois du plastique. Et le truc, c'est que j'ai que 20 minutes. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fini mon interprétation mythico-religieuse, plastique, voilà. Voilà, je vous remercie. Et puis si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, si là tout à coup vous dites il raconte n'importe quoi, n'hésitez pas à me poser des questions. Bon. Il n'y a pas de questions idiotes, hein, il n'y a que les réponses. Donc ma réponse sera idiote, mais n'hésitez pas à poser des questions. Pas de questions? Si. Ah. Question idiote, hein. Ah bah alors, l'interprétation du... Ouais. Voilà. J'ai pas été si loin. Mais alors après... Voilà. Sinon, je vais partir déçu si j'ai pas ça. Ah, voilà. Bah, là, on voit que c'est brûlé, hein, finalement, et ça serait, bah, pour le coup,
un toit brûlé. Symboliquement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, c'est le rapport en fait de la fragilité de la matière. C'est de la cire, hein, et automatiquement, eh bien, il faut que le feu pour voir. Voilà, donc c'est vraiment ce rapport de fragilité qui est sans aucun doute exprimé voilà, dans cette brûlure. Hein. Et d'ailleurs, cette flamme hein, que vous pouvez repérer tout autour, en fait, et qui est le signe aussi voilà, d'un rapport comme ça entre deux matières, d'ailleurs, le feu et la cire, hein, entre des éléments presque essentiels comme ça. Donc voilà, c'est sans doute, sans aucun doute, ce genre de choses. Mais après, Maeva, évidemment, l'artiste, ou Yudze pourrait nous en dire plus, ou Su, hein, évidemment, moi je fais une interprétation hein, des pièces qui sont ici présentes, en regard, voilà, de quelques connaissances. Est-ce que ça te convient, Yudze, ce que j'ai dit? Ça va? Ok, bon, bah, ça va pour l'artiste. Ça marche. Je vous remercie. Merci.